Un rendez-vous au clair de lune avec son amoureux, des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre, quoi de plus romantique? Dans une vie, il est des rendez-vous bien plus importants que d'autres, et censés marquer notre mémoire à tout jamais. Si l'amour est bien souvent au rendez-vous, il arrive malheureusement que la mort entre en scène. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mary-Jane Reid, Mortel rendez-vous. Dans la nuit du 24 juin 1948, une jeune fille nommée Mary-Jane Reid s'est rendue à un rendez-vous prévu de longue date, mais elle n'en est jamais revenue. Sa mort, ainsi que celle de son petit ami, ont choqué la petite ville d'Oregon dans l'Illinois, située sur la rivière Rock, à environ 100 miles à l'ouest de Chicago. Cette nuit-là fut le début d'une curieuse et macabre série d'événements, qui comprenait une conspiration, un prétendu fantôme, et un crime qui n'est toujours pas résolu à ce jour. Mary-Jane avait rendez-vous avec Stanley Skridla, par l'intermédiaire de la DeKalb Rogl Telephone Company, où la jeune femme de 17 ans travaillait comme standardiste, et Skridla, 28 ans, comme monteur de ligne. Skridla était un vétéran de la marine qui vivait à Rockford, mais travaillait à l'époque dans l'Oregon. Les deux étaient attirés l'un par l'autre malgré leur différence d'âge, ce qui n'était pas vraiment un souci pour Mary-Jane. La jolie jeune femme avait abandonné ses études secondaires à 15 ans, pour aider à prendre soin de sa mère, qui souffrait d'une grave arthrite. La famille de Mary-Jane vivait sur Hastings Road, juste à l'est de la rivière Rock. La zone était connue sous le nom de Sandtown car la plupart des habitants travaillaient à l'usine de silice de la ville. Sandtown était considéré comme le mauvais côté de la ville, mais cela n'avait pas d'importance pour Mary-Jane, une fille têtue et indépendante qui était déterminée à ne jamais laisser sa situation l'empêcher de réaliser ce qu'elle espérait accomplir dans la vie. Malheureusement, ses rêves ne se réaliseront jamais. Mary-Jane a rencontré Stanley Skridla le 24 juin 1948 pour leur premier et dernier rendez-vous. Un peu plus tard, ils auraient été aperçus dans diverses tavernes du côté sud de l'Oregon. On pense que leur dernier arrêt était le Stenhouse, maintenant connu sous le nom de Roadhouse, et après cela, ils se sont rendus dans une allée populaire pour les amoureux sur County Farm Road, dans la buick de Skridla. Ils n'ont jamais été revus vivants. Le lendemain, vers 6 heures du matin, un employé du département des routes de l'État, John Eckerd, se rendait au travail en voiture sur County Farm Road. Il a remarqué une chaussure posée le long de la chaussée. Il s'arrêta pour jeter un coup d'œil et découvrit le corps criblé de balles de Stanley Skridla, allongé face contre terre dans un fossé herbeux. La police a ensuite trouvé sur les lieux 5 douilles de balles de calibre 32. Une mare de sang au bord de la route indiquait clairement l'endroit où le tueur avait traîné le corps du jeune homme dans l'herbe. La buick de Skridla a été retrouvée abandonnée environ 1 heure plus tard, à environ 1 mile au nord de l'allée des Amoureux, à l'intersection de la route 2 de l'Illinois et de Pine Road. À part une cigarette tachée de rouge à lèvres sur le plancher de la voiture, il n'y avait aucun signe de Mary-Jane. De retour en ville, les parents de Mary-Jane, Clifford et Ruth Reid, étaient déjà inquiets pour leur fille au moment où ils ont appris la mort de Skridla. Mary-Jane appelait toujours ses parents si elle allait être en retard ou si elle passait la nuit chez un ami. Ils craignaient qu'elle n'ait été kidnappée par l'assassin de Skridla. Inquiets, 2 des enfants les plus âgés de la famille sont allés voir un médium, qui leur a dit que leur sœur était toujours en vie, et qu'elle était retenue prisonnière dans une cabane par un homme plus âgé. Stanley Skridla a été enterré au cimetière du Calvaire à Rockford le 28 juin. Le lendemain apporterait de terribles nouvelles pour la famille Reid. Le 29 juin, 2 policiers sont venus à la porte et leur ont dit qu'ils avaient des nouvelles, et qu'elles n'étaient pas bonnes. Le frère de Mary-Jane, Warren, n'avait que 5 ans à l'époque, mais il se souvient encore de ce terrible jour. Je tenais la main de ma mère et je pouvais sentir son énergie s'épuiser. Les agents ont ensuite dit à Madame Reid que le corps de Mary-Jane avait été retrouvé dans une zone herbeuse le long de Silica Road. Elle avait reçu une balle à l'arrière de la tête avec ce qui semblait être le même calibre que celui utilisé pour tuer Skridla. Elle portait des mocassins marrons, un chemisier blanc et l'alliance de sa mère. Son pantalon marron était soigneusement plié sur son dos. Ironiquement,
La police avait contrôlé à plusieurs reprises la zone située le long de Silica Road, après la disparition de Marie-Jeanne. Son père était même passé par là à plusieurs reprises pour se rendre au travail à l'usine de silice. Son corps a finalement été retrouvé par Harold Ziegler, un chauffeur de camion qui se rendait à l'usine. La hauteur de la cabine du camion lui permettait de voir par-dessus les herbes et d'apercevoir le corps pâle qui était caché parmi elles. La police a récupéré une douille de balles sur place. La famille Reed était dévastée. Le frère de Marie-Jeanne, Donald, devait se marier le 26 juin, et Marie-Jeanne devait être l'une des demoiselles d'honneur. Le mariage a été reporté après les funérailles, qui ont eu lieu le 30 juin. Marie-Jeanne a été inhumée au cimetière de Daysville dans la ville d'Oregon, mais elle n'a pas pu y reposer en paix. Avec 2 meurtres en cours, le bureau du shérif du comté a demandé l'aide de l'État et de la police locale. Il y avait très peu d'indices, mais l'adjoint en chef, Willard Burright, l'enquêteur principal, a exclu le vol comme mobile. Skridla avait toujours son portefeuille, et Marie-Jeanne portait toujours la bague de sa mère. Les autorités ont commencé à se concentrer sur les relations antérieures de Marie-Jeanne, supposant que la jalousie aurait pu être un motif des meurtres. Les détectives ont interrogé les membres de la famille de Skridla, et d'autres hommes avec qui Marie-Jeanne était sortie. L'enquête s'est étendue à Dixon, Rockford, Freeport et Chicago. La police a également recherché un couple avec lequel Skridla et Marie-Jeanne auraient été vus en train de se disputer avant de se rendre à Country Farm Road. Un témoin interrogé lors de l'enquête a déclaré avoir vu 2 hommes suspects devant l'une des tavernes que le couple avait visitées. La plupart des pistes se sont révélées être des impasses. Au fil des semaines, puis des mois, les meurtres ont disparu de la une des journaux locaux et ont finalement quitté l'esprit de tout le monde, à l'exception de la famille Reed. Ruth Reed n'a plus jamais été la même après le meurtre de Marie-Jeanne, et les membres de sa famille ont ensuite demandé des soins psychiatriques pour elle. Warren Reed a rapporté plus tard que sa mère le cachait souvent derrière le canapé du salon, convaincu que l'assassin de sa sœur allait revenir pour tous les tuer. Dans les années 1950, l'affaire du meurtre de Skridla Reed a été réouverte, sans succès. Au fil des années, des preuves ont disparu des dossiers originaux. Notamment des douilles de balles, des photographies et des rapports d'enquête. Jerry Brooks est devenu shérif du comté d'Ogle en 1970, et il a rouvert le dossier. Il a réinterrogé les témoins et rédigé de nouveaux rapports à partir de zéro, car le dossier était presque vide. Cependant, de nombreux entretiens originaux n'ont pas pu être recréés, car de nombreux témoins étaient décédés ou trop de temps s'était écoulé pour qu'ils se souviennent de détails spécifiques. Son hypothèse la plus intrigante était le rapport des 2 hommes à l'extérieur de la taverne. Il a émis l'hypothèse qu'ils auraient pu suivre le couple jusqu'à l'allée des amoureux. Brooks a travaillé sur l'affaire pendant près de 2 décennies, mais n'était pas plus près de la résoudre que les détectives ne l'étaient en 1948. Brooks a quitté ses fonctions en 1990 mais il n'a jamais abandonné l'affaire. Il croit toujours que celle-ci peut être résolue. Il n'est pas le seul. Warren Reed pense qu'il y a bien plus dans l'affaire qu'il n'y paraît. En 2005, il a demandé une exhumation du corps de sa sœur, se demandant si l'on pourrait trouver des indices qui dépassaient les compétences médico-légales des enquêteurs au moment du meurtre. En août de la même année, un juge du comté d'Ogle a approuvé les lignes directrices pour l'exhumation du corps, ce qui permettrait aux pathologistes d'examiner la dépouille de Marie-Jeanne. Reed était ravi du résultat de l'audience. « Je veux réveiller la communauté. Les gens ont simplement étouffé les choses alors qu'ils n'auraient pas dû. Ce crime aurait dû être résolu. Cela a probablement ôté 20 ans à mes parents, a-t-il déclaré aux journalistes. Mike Arians, un ancien enquêteur sur la fraude à l'assurance, a rejoint Reed dans sa lutte pour obtenir des réponses. Arians possédait un restaurant à Oregon et a été élu maire de la ville en avril 1999. Il a été attiré par le mystère entourant les meurtres. Il était convaincu, après avoir mené sa propre enquête, que certains aspects de l'affaire avaient été dissimulés. Il a longuement parlé de son enquête, mais était très mal à l'aise lorsqu'il évoquait ce qui en réalité l'avait amené à s'intéresser de plus près à cette affaire, à savoir le fantôme de Marie-Jeanne. Arians jurait que Marie-Jeanne et sa mère maintenaient une présence dans son restaurant,
le Roadhouse, qui dans son ancienne incarnation était le Stenhouse, peut être le dernier arrêt de Mary Jane avant qu'elle et Skridla ne se dirigent vers leur perte. Pour preuve, il affirmait que le jukebox jouait spontanément et à plusieurs reprises, la même chanson envoûtante, After Sunrise, de Sergio Mendes. Que les employés avaient vu des apparitions de Mary Jane et de sa mère, et que, sans explication, des courants d'air froid ou le parfum envahissant des fleurs imprégnaient les environs. Il a admis que des fantômes ou des esprits cela pouvait sembler totalement fou, mais a ajouté qu'il ne croyait pas que les fantômes reposeraient en paix, jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. L'implication réelle d'Arians dans cette affaire n'a commencé que peu de temps après son entrée en fonction en 1999. Les gens ont rapidement commencé à venir le voir et à lui parler des meurtres, lui demandant finalement s'il utiliserait ses compétences d'enquêteur pour résoudre cette affaire. Arians a accepté de s'investir, et, peu de temps après, d'étranges incidents ont commencé. En plus des événements fantomatiques au Roadhouse, un autre coup de théâtre, plus inquiétant, allait se produire. Ainsi, on a retrouvé devant la porte du restaurant, qui était fermé ce jour-là, un bouquet de fleurs destiné à Mary Jane. Personne n'a pu retracer l'origine de la livraison. Arians a appris plus tard que la date de la livraison des fleurs correspondait à l'anniversaire de Mary Jane. L'aide fournie par Arians a été déterminante pour aider Warren Reed à obtenir l'ordre d'exhumation du corps de Mary Jane. La tombe a été ouverte le 23 août 2005, et même si l'on n'a pas immédiatement identifié son assassin, l'exhumation a réussi à dissiper certaines rumeurs qui circulaient depuis des décennies, comme celle qui affirmait que sa tête n'avait pas été enterrée avec son corps, ou qu'une arme à feu avait été placée dans le cercueil. Les autorités ont été surprises de constater que son cadavre était en grande partie intact. Son corps était bien complet, avec tous ses membres, la tête était bien présente, et sa peau recouvrait encore son corps. Les autorités ont conservé les sous-vêtements qu'elle portait lorsqu'elle a été enterrée et, curieusement, des vêtements supplémentaires ont été trouvés à l'intérieur du cercueil. Il s'agissait d'une robe et d'un slip enveloppés dans des journaux datés du 25 juin 1948, faisant la une des journaux sur son meurtre. Quelques mois après l'exhumation, les autorités semblaient optimistes. L'ouverture de la tombe a révélé quelques indices et a orienté les détectives vers 2 personnes d'intérêt. Mais cet optimisme s'est vite estompé. Selon un rapport de 24 pages rédigé par le capitaine Rick Wilkinson en février 2006, le département du shérif s'est heurté à trop d'obstacles lors de la réouverture du dossier. Cette enquête, à mon avis, a été entachée de nombreuses erreurs et mal gérée dès le début, et rien à ma connaissance ne peut changer ces faits, a déclaré Wilkinson. Wilkinson a suivi certaines pistes originales de 1948, ainsi que des pistes des années 1950 et 1980, lorsque l'affaire a été rouverte. Aucune nouvelle preuve n'a été apportée par l'exhumation, mais, comme Warren Reed le souhaitait, elle a fait parler les gens, et des témoins se sont présentés avec des informations sur 2 nouvelles personnes d'intérêt. Malheureusement, toutes 2 étaient décédées en 2006. Ces 2 personnes, dont nous ne citerons pas le nom, ne sont plus là pour se défendre. Elles ont des familles qui sont encore en vie, et nous ne pouvons pas dire avec certitude que ce sont ces 2 personnes qui ont commis ce crime, a déclaré le shérif du comté d'Ogle, Men Messer. Mais l'histoire de l'exhumation n'était pas encore terminée. En décembre 2007, quelque chose de très étrange s'est produit lorsqu'un anthropologue légiste, engagé par Warren Reed et Mike Arians pour examiner la dépouille de Mary Jane, a révélé que les os de son cercueil provenaient en réalité de 2 corps différents. L'analyse du squelette a été réalisée par Lisa Kleppinger, anthropologue légiste certifiée à l'Université de l'Illinois. Elle était assistée de John Moore, professeur d'anatomie, de physiopathologie et de médecine légale au Parkland College de Champaign. Après examen, ils ont conclu conjointement que le crâne et une partie de la partie supérieure de la colonne vertébrale trouvée dans le cercueil de Mary Jane appartenaient à quelqu'un d'autre. Les rumeurs selon lesquelles la tête de Mary Jane n'aurait pas été enterrée avec son corps étaient-elles finalement fondées? Warren Reed pensait que cela était du domaine du possible. Des rumeurs circulaient toujours selon lesquelles la tête de Mary Jane avait été prise par un tueur amoureux, parce qu'il ne supportait pas de la laisser partir. Peut-être que quelqu'un voulait un trophée. Peut-être qu'ils l'ont mis sur une étagère ou dans une boîte quelque part, a précisé Reed.
Est-ce que cela aurait pu être une erreur? Le crâne et la colonne vertébrale auraient-ils pu être accidentellement inversés lors d'un examen au laboratoire de police après l'exhumation? Cela semble être l'explication la plus probable aux yeux des policiers. D'autres estiment que les conclusions des pathologistes sont une erreur et qu'il s'agit simplement d'une opinion sujette à débat. D'autres encore affirment que tout cela n'a aucune importance, car même si l'affaire ne sera jamais officiellement close, elle ne sera certainement jamais résolue. Finalement, ce corps nous raconte une histoire, même si ce n'est pas forcément l'histoire à laquelle on s'attendait. L'affaire sera-t-elle un jour vraiment résolue? Personne ne peut le dire, mais Warren Reed et Mike Arians ne perdent pas espoir. Ils n'ont pas abandonné l'idée qu'un jour, des preuves irréfutables émergeront et permettront de résoudre une fois pour toutes le meurtre de Marie-Jeanne. L'enquête indépendante, qui a duré plus de 11 ans, a permis de relever certains points troublants. Ainsi, la taverne où les deux amoureux ont été vus pour la dernière fois, cachait un tripot dans ses sous-sols où étaient organisées des parties de poker. L'heure de fermeture officielle pour servir de l'alcool était à minuit. Il était pourtant habituel que l'établissement serve des boissons alcoolisées aux clients bien après minuit, et que les clients venaient à la taverne avec leurs propres boissons. Il est également prouvé que Marie-Jeanne et Stanley fréquentaient un bar nommé le Log Cabin. Et c'est là que les événements prennent une tournure étrange. En effet, un shérif adjoint du comté d'Ogle se trouvait dans le bar, et ce shérif adjoint était connu pour avoir une liaison récurrente avec Marie-Jeanne. L'enquête a permis d'établir que ces trois personnes se sont retrouvées dans le même bar. Un témoin, qui a clairement identifié le shérif adjoint, a déclaré que celui-ci avait giflé Marie-Jeanne la veille au soir, parce qu'elle refusait de se rendre avec lui dans une petite cabane qu'il possédait. Un ancien shérif a affirmé à deux témoins qu'il savait que le shérif adjoint était l'assassin. Pourtant, lorsqu'il a été convoqué au tribunal, il a jeté le volumineux dossier sur l'avocat des parties civiles en déclarant « Si vous continuez à déconner avec ça, vous finirez tous devant la justice ». L'ancien procureur du comté d'Ogle a également déclaré aux enquêteurs indépendants que son principal suspect était ce shérif adjoint, sans pouvoir apporter la preuve de sa culpabilité. Concernant les corps des victimes, là également, des choses troublantes sont à relever. Fred Horner, le coroner en 1948, a déclaré à la presse que la mort de Marie-Jeanne serait due à une blessure par balle dans la partie supérieure gauche de la poitrine. Cela est confirmé par l'autopsie post-mortem de 2005. Une chose pourtant est très étrange. Le certificat de décès de Marie-Jeanne indique que la mort est survenue suite à une blessure par balle à l'arrière de la tête. Le certificat de décès a été entièrement rempli avec une machine à écrire, ce qui est contraire à la loi. Fred Horner a refusé de signer le certificat de décès et a déclaré que la signature au bas du certificat avait été falsifiée. Fred Eckard, qui a le premier retrouvé le corps de Stanley, a affirmé que sa tête était noire. En 2003, l'épouse du témoin chargé de reconnaître le corps de Stanley a déclaré que son mari lui avait également dit que la tête de Stanley était toute noire. Pour en revenir à l'autopsie post-mortem de 2005, elle a confirmé qu'il n'y avait aucun impact de balle à l'arrière de la tête, ce qui n'a pas empêché le shérif du comté de déclarer que la victime avait reçu une balle dans la nuque. Elle a également confirmé que des os provenaient de deux corps différents. L'autopsie a été filmée, pourtant les autorités ont refusé de donner une copie du film à Warren, le frère de Marie-Jeanne. Après plusieurs plaintes déposées par Warren et plusieurs années d'attente, le film lui a été remis. Le son avait été coupé sur les 13 dernières minutes. C'est malheureusement un véritable calvaire qu'a vécu le pauvre Warren. Pour obtenir le moindre document, le moindre renseignement, il a dû engager de nombreuses procédures. Même pour récupérer le corps de Marie-Jeanne après l'autopsie, il a dû intenter un procès aux autorités du comté. Malheureusement, Warren nous a quittés en 2023, sans connaître la vérité. Je pense sincèrement que les autorités, à différents niveaux, ont couvert ce double meurtre, et de nombreuses pistes pointent vers les mêmes personnes. Rappelez-vous, dans le dossier on soupçonnait deux personnes sans pouvoir en donner le nom. En réalité, ces noms étaient bien présents sur les documents, mais avaient été biffés afin de les rendre illisibles. Je vais maintenant vous donner l'avis d'un ancien enquêteur. Les seules personnes qui auraient pu commettre ce crime conjointement ou individuellement
aurait pu être l'enquêteur de 1948, le coroner du comté ou le médecin légiste du comté. Et devinez quoi? L'enquêteur de 1948 était le shérif adjoint qui était le principal suspect dans l'affaire. La déclaration de cet ancien enquêteur ne fait que renforcer mon sentiment sur cette affaire. Pourtant je préfère garder une autre image de cette belle jeune fille et de son amoureux. J'imagine leurs deux esprits dansant et s'embrassant, au son du jukebox qui égrène leur morceau préféré, After Sunrise de Sergio Mendes.